Alors bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième Midi Rencontre du trimestre d'hiver 2012. Nous avons aujourd'hui deux invités, Anne-Claire Coapé, chercheur postdoctoral à Figura, et Grégory Fabre, artiste. Ils vont nous présenter un projet comment dire, performance intitulé Ipsae. Merci. Merci Isabelle. Donc Ipsae est un projet de performance multidisciplinaire, danse, image et son, que je développe dans le cadre de mon postdoctorat au sein du laboratoire Figura, et donc en collaboration avec Grégory en tant qu'artiste visuel. Donc on va faire une présentation. Si au cours de la présentation vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Donc avant de vraiment présenter le contenu même du projet, faire un petit point de là où on en est actuellement, donc un état de la recherche, un peu l'humeur du jour qui est une forme de tension en fait entre deux temporalités qui sont celle du développement qu'on a pensé du projet et puis le développement réel du projet. À savoir que à l'heure d'aujourd'hui, on comptait vous présenter une performance et non pas une présentation orale. Donc il y a une tension entre le désir du faire et les possibles du faire. Donc en fait, il y a une tension entre la mise en place du projet et puis sa mise en action. Donc le calendrier qu'on a suivi pour l'instant, donc pour la conceptualisation et la production du projet. Donc on a commencé en septembre avec une première phase principalement de conceptualisation des principaux fondements du projet. Ensuite, on a fait une première résidence à Hexagram. Une résidence d'1 mois où on a pu faire des premières expérimentations techniques. J'ai l'impression qu'on s'est un peu perdu dans nos slides. Bon. Ah oui? Ah ok, parce que c'est là. Ok. Pardon. Donc une première résidence Hexagram, on a fait des premières expérimentations techniques qu'on va vous montrer tout à l'heure et que Grégory développera plus précisément. Également, début mars, on a participé à l'IRCAM pour un workshop intitulé « Les qualités de mouvement et leur représentation par modèle physique ». Donc c'était principalement une réunion de spécialistes de la danse et d'ingénieurs. Donc cette participation à ce workshop nous a permis d'avancer également dans la conceptualisation du projet, ne serait-ce qu'en réaction, pour notamment nous positionner sur l'utilisation des technologies. Et également réajuster notre position artistique. Et donc enfin une dernière étape à venir qui sera au mois de mai, fin mai, dont on vous donnera plus de détails pour cette fois-ci une performance en live. Donc oui, il y a une tension entre la prise de parole dans une présentation et une prise d'espace dans l'action. Mais cette tension est non seulement un moteur, mais également le substrat même de ce que représente, en tout cas, de comment on aborde la recherche-création dans notre cas. Donc cette tension est symptomatique d'une dichotomie entre discours et expérience. Mais également symptomatique du terreau commun de discours et de l'expérience. En fait, la relation entre théorie et pratique telle qu'on l'aborde est finalement également à l'image de ce que l'on entend faire dans le projet. C'est-à-dire qu'elle est vraiment fondée sur les notions de mobilité et de plasticité. Où on essaie de trouver dans la théorie et dans le discours une plasticité des concepts et également une mobilité dans la circulation interdisciplinaire, à l'image finalement de ce que l'on expérimente dans la pratique. Donc le point important, c'est que cette conception amène à réfléchir sur la nécessité d'une part de rester au plus près de la matière et également de la nécessité de définir la relation entretenue avec cette matière.
pour se positionner au fur et à mesure. Donc, on n'est pas là. Donc, in medias res, le titre Ipsae, qui renvoie directement à la notion de rencontre sur laquelle on travaille, et plus précisément à la notion d'identité. Donc, Ipsae fait référence à la terminologie de Paul Ricoeur, de l'ipse et de l'idem, qui sont deux pôles constitutifs de l'identité. Et en fait, la relation entre l'ipse et l'idem constitue un processus combinatoire entre ces deux modes relationnels où l'identité se construit soit en opposition ou en assimilation à l'altérité. Donc, je n'ai pas développé plus longuement cette notion que j'imagine les littéraires connaissent bien avec la notion d'identité narrative de Ricoeur. Mais dans cette notion d'identité et d'altérité, on s'est posé diverses questions concernant la rencontre. Donc, en quoi la rencontre renforce-t-elle l'identité spécifique à chaque entité? En quoi la rencontre effrite-t-elle les certitudes de chaque expression artistique? Donc, j'entends par certitude les codes de représentation. Et en quoi la rencontre entre la danse, l'image et le son crée-t-elle des éclats et donc une brèche, un espace liminal, donc de seuil, où on entrevoit la possibilité d'une hybridation des diverses expressions. Donc en toile de fond, on comprend bien que c'est la question d'interdisciplinarité qui est sous-jacente ici. Néanmoins, plutôt que de discipline artistique, on préfère parler d'expression artistique, hein, qui est moins générique et catégorique. Et tout comme on préfère également le terme de proposition artistique à celui de performance, terme qui me paraît plus heureux dans la mesure où notre intention est plus d'insuffler des sortes de suggestions poétiques plutôt que d'affirmer une écriture rigide, ou pour être un peu plus doux, une écriture cristallisée. Donc ces précautions terminologiques traduisent un souci d'intégrité. Donc intégrité intellectuelle, ne serait-ce par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, de la relation entre théorie et pratique, ou recherche-création, mais principalement un souci d'intégrité plastique, car c'est bien l'enjeu finalement, c'est-à-dire de trouver dans cette rencontre une tension, mais également une protection finalement des propriétés de chaque entité. Donc lorsque les entités, c'est-à-dire la danse, l'image et le son s'envisagent, encore de loin, il naît une sorte de désir, une sorte d'attraction pour l'altérité, qui est un moteur indéniable d'ouverture. La danse voit dans l'image un idéal de figuration auquel elle ne pourra jamais accéder de par les limites physiques du corps, et également l'image convoite la danse pour ses propriétés organiques qu'elle ne peut atteindre malgré ou quelle que soit la pulsation rythmique qu'elle arrive à instaurer à sa plasticité. Et le son également, quand bien même il parvient à structurer un espace plastique mobile de par sa fréquence ou sa texture, il convoite également les qualités matérielles que transmettent la danse et l'image. Donc ça, c'est un premier temps d'approche entre les différentes entités. Ensuite vient le temps d'effrôlement, vient vraiment le temps de la rencontre, où une nouvelle texture de dialogue naît à la jonction de ces élans et désirs d'attraction de chacun. Donc c'est en fait un temps où les frontières entre les expressions artistiques, donc, et non pas discipline, se floutent. Donc néanmoins, pour reprendre l'idée d'identité comme dynamique d'entrecroisement de deux modes relationnels, la rencontre, malgré cette attraction et ouverture, ne va pas non plus sans opposition. On part un petit peu du principe que la transcendance des codes artistiques est une forme d'utopie, et ce qui rend précisément intéressant le dialogue entre les expressions, et que justement chaque entité ne veut et ne peut pas renoncer à certaines de ses propriétés.
Donc la proposition artistique que nous suggérons se fonde sur cette esthétique en quelque sorte d'oscillation entre porosité et résistance. Pour employer un terme métaphorique mais pas tant, c'est presque une esthétique d'une pulse rythmique entre la contraction et l'expansion de la matière. On peut visualiser avec des territoires vraiment précis qui s'étendent et qui viennent se rencontrer et se superposer. Et donc cette pulse crée un rythme fondamental. Donc l'intégrité plastique, ce serait cela, c'est-à-dire le renouvellement des expressions dans le respect de leurs propriétés, donc un double mouvement d'autoréflexivité et de vectorisation, pour reprendre l'ipse et l'idem de Ricoeur. Donc ici, le discours peut paraître relativement métaphorique, notamment par la personnification que je fais depuis tout à l'heure avec les expressions artistiques qui sont comme autonomes dans leur mouvement. Mais finalement, je pense que c'est vraiment une approche très littérale que de considérer que finalement les expressions artistiques ont leur propre mouvement et que leur rencontre et les modalités de leur rencontre leur appartiennent résolument. Donc, comme je reformulais en fait le terme de discipline en termes d'expression, celui de performance en proposition, peut-être une autre nuance aussi sur le terme d'artiste, déjà employé avec des guillemets. Dans notre cas, on parle plutôt de vecteur. Vecteur parce que nous nous considérons plus ou moins comme des initiateurs ou accompagnateurs de cette rencontre. Et vecteur également parce qu'il n'y a pas de préconception de ce qui va advenir dans cette rencontre. Donc, c'est une manière un peu compliquée juste de dire qu'on va faire de l'improvisation. Et également vecteur, car la notion de mouvement est vraiment fondamentale dans notre travail. Chose que vous avez peut-être noté dans le vocabulaire utilisé depuis tout à l'heure, avec les termes de dynamique, d'oscillation ou de pulse. Donc le mouvement nivelle notre proposition artistique par une double action qui est infra- et intrastructurelle. Infra, car le mouvement agit au sein de chaque territoire artistique. Donc le mouvement est bien sûr ce qui anime la danse, le corps en mouvement, ainsi que l'image et le son. Et également intra, car c'est le mouvement qui crée cette circulation entre les disciplines... je ne respecte même pas mon propre vocabulaire, entre les expressions artistiques. Donc ça crée une sorte d'épaisseur du mouvement. Et cette épaisseur du mouvement ne s'impulse pas naturellement. En effet, ni le corps, ni l'image, ni le son ne peuvent se transmuter naturellement dans une autre forme. Donc sans aller jusqu'à parler de déterminisme, chaque expression est néanmoins contrainte à ses propriétés plastiques et matérielles. Donc c'est face au constat de cette limite-là qu'on a eu l'idée d'avoir recours aux technologies. Donc les technologies qui nous servent ici de relais pratique. Et les technologies ne sont pas une fin en soi, peut-être qu'on les utilise, mais véritablement un outil et également à nouveau pour prendre plein de précautions aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais le but des technologies n'est pas non plus d'innover au sens de vraiment inventer, ni même de simuler comme on simule l'image d'un corps augmenté par exemple, ce qui placerait en fait le propos dans la projection d'une représentation fictive et qui serait donc désancrée de la matière et donc contraire au principe que j'évoquais précédemment. Donc au contraire, le dispositif technologique qu'on utilise ne sort pas du réel, il ne propulse pas à l'extérieur des expressions, mais il est là au contraire pour sonder la matière. Sonder au sens littéral du terme, c'est-à-dire pour vraiment parvenir à ce niveau de l'infra que j'évoquais. Donc en gros, à la simulation virtuelle, on préférera l'expérience éprouvée, et qui plus est éprouvée par le corps et dans la sensation.
Donc l'idée de l'espace souterrain, qui est contingenté par le mouvement expérientiel, paraît importante dans la compréhension et l'appréhension des possibles, des porosités entre les frontières artistiques et également pour les réactions de résistance. Donc cet espace circonscrit est en fait un territoire hors champ qui est hors du visible. Et on peut penser ici à la pensée de Marie-Josée Monzin, qui définit en fait une distinction entre l'image et le visible, en disant que l'image est un processus d'individuation dans la mesure où elle est à la fois un opérateur et un réceptacle de la subjectivité du regardant. Et donc elle définit l'image dans le domaine de l'invisible, dans le domaine du hors-champ. Et en fait, c'est dans l'expérience sensible que se construit le sens, et non pas dans le visible, qui est une sorte de donnée immédiate, quasiment imposée. Donc là, on rejoint ce dispositif de la suggestion poétique que j'évoquais tout à l'heure. Donc ce champ invisible, comment le mettre en scène justement, et comment mettre en scène l'invisible lorsque notamment c'est le corps qui est vecteur et véhicule de dialogue entre les entités. Donc en fait, cette jonction par le mouvement entre les expressions artistiques, elle se crée véritablement dans cette intériorité. Et vous allez voir à partir de ce que va vous présenter Grégory. Notre but est vraiment de créer un espace, un nouvel environnement au sein duquel le corps va évoluer et également duquel il va s'imprégner. Donc c'est une approche relativement phénoménologique avec une sorte d'entrelacement des chairs et de superposition des territoires. Donc si par exemple on imagine une performance, je ne dis pas que ce sera ça, mais avec un corps qui est immobile au sein de la structure de projection que Grégory anime. Dans cet état d'immobilité, il y a également un premier état de transmission qui se crée entre la sensation corporelle et la matière environnementale. Et en fait, ça fait référence plus spécifiquement à ce qu'on pourrait appeler le corps subtil, c'est-à-dire que c'est un autre mode de perception. C'est-à-dire on sort vraiment du visuel et de l'optique et on obtient une perception par le mouvement, par le sens. C'est presque une forme de connaissance silencieuse qu'on essaie de rechercher. Donc là, je suis en train de dériver, je vais me raccrocher à une petite citation. En fait, en analyse du mouvement, on appelle ça en kinésiologie, il existe une théorie d'analyse qui permet de voir comment finalement, ne serait-ce que dans la stature érigée, il y a déjà un dialogue qui se crée, un dialogue préverbal qui se crée avec l'environnement et les sujets éventuellement avec lesquels on peut interagir. Donc je cite Hubert Godard, qui également cite lui-même Erwin Strauss. Donc il dit « Les muscles toniques, spécialisés dans la réponse gravitaire, sont la première mémoire et peut-être le premier langage, ce qu'on a appelé le dialogue tonique, un langage émotionnel comme tout langage, sans doute source végétative, faite de passages émotifs imperceptibles, tellement chargés d'informations essentielles. » Donc en fait l'idée c'est ça, c'est que dans la stature érigée, ne serait-ce que vous maintenant, enfin bon en l'occurrence là vous êtes assis, mais lorsque l'on se tient debout, voilà, on est déjà chargé d'une certaine humeur, une manière de se positionner par rapport au monde qui conditionne et notre perception et la manière dont on va interagir avec lui. Et très certainement le but de la danse et d'exacerber cette capacité-là. On parle même parfois de motilité, c'est-à-dire un potentiel de mouvement.
Et donc, la proposition visuelle et sonore de Grégory a pour but de créer un nouvel environnement, comme une sorte de nouveau référent, au sein au sein duquel le corps va se loger et avec lequel il va interagir véritablement avec sa plasticité intérieure. Ce qui va conditionner sa charge expressive lorsqu'il va prendre l'espace et donc pouvoir interagir et influencer sur l'image et le son. Donc tout ceci crée un rythme fondamental que j'évoquais tout à l'heure, donc une pulse de contraction et d'expansion. Donc très rapidement, le rythme pris ici au sens tel que Pierre Estany le définit, c'est-à-dire une forme en mouvement, un processus en cours et qui permet en fait de retourner à une sorte d'état originaire. Juste pour reprendre rapidement cette idée de visible-invisible, la notion d'invisibilité est aussi importante pour reconsidérer ce qu'est la perception et pouvoir déployer cette nouvelle perception kinesthésique. Vous connaissez peut-être l'analyse de Deleuze sur logique de la sensation, sur la manière de peindre de Bacon, où en fait il expliquait que finalement il y a différents degrés d'ajustement entre l'œil et la main. Donc une autre manière en fait d'étudier ces différentes perceptions optiques et kinesthésiques. Et en fait il explique que il peut venir un temps où finalement la perception kinesthésique prend le dessus sur cette perception optique. Notamment dans la peinture moderne, on a beaucoup d'exemples en peinture abstraite où les peintres travaillaient parfois, ne serait-ce que parfois ces grandes toiles, ces grandes surfaces sur lesquelles ils travaillaient, ils perdaient véritablement ce contact optique et travaillaient surtout à partir d'une imagination corporelle. Et ils travaillaient parfois dans le noir. Et donc là, je vais vous citer très rapidement une analyse qui a été faite par Barthes de Twombly à partir des gribouillis c'est le terme de Barthes, des gribouillis que Twombly faisait et qu'il effectuait notamment dans le noir. Il dit, Twombly dit avoir fait les dessins d'Augusta la nuit, lumière éteinte. On sait d'après les descriptions physiologiques, psychologiques et cognitives que le geste d'écriture ou de dessiner suppose un contrôle associant l'œil et la main. Twombly, en dessinant dans le noir, laisse à sa seule main la responsabilité de la ligne. Il interprète cet abandon de l'œil comme un désir de la main. L'œil, c'est la raison, l'évidence, l'empirisme, la vraisemblance, tout ce qui sert à contrôler, à coordonner, à imiter. Et en fait, dans l'analyse qu'il poursuit, Barthes définit que finalement, ce désir de la main et cette annulation de l'œil est symptomatique d'un enracinement commun entre l'écriture et le dessin. Et cet enracinement commun, on peut le déployer dans ce cas ici pour la rencontre entre la danse, l'image et le son, à savoir qu'en fait, ces différentes expressions peuvent se réunir dans cette espèce de rythme aléatoire et résolument sensoriel. Alors justement, il fut grandement question du corps jusqu'à présent, pour orchestrer cette rencontre à la fois médiatique et corporelle. Il fut très vite question d'établir un système propice à l'accueil de ces différentes entités. Comme vous avez pu le remarquer, beaucoup de références ont finalement été convoquées tout au long de cette réflexion. Pour ma part, j'en ai retenu une seule et unique, celle finalement de Simondon dans son rapport. Tout à l'heure, Anne-Claire évoquait le concept d'individuation qui avait été développé par Marie-Josée Monzin, mais qui à l'initiale était plutôt été développé par Gilbert Simondon dans sa relation finalement aux objets techniques. Afin de justement bien comprendre les trois entités finalement qui composaient notre système, j'ai retenu finalement
cette référence-ci pour finalement mettre en lumière ce qu'il était question d'élaborer, à savoir finalement la circonscription d'un espace qui sera finalement notre monde, tel que Simondon l'évoquait, et donc une mise en relation de ces différents éléments, à savoir finalement le monde que nous investissons et les différentes entités ou personnes qui viendront le peupler. Circonscription de l'espace réalisée, il restait la mise en relation des différents éléments. On s'est intéressé à ce qui s'était déjà bien évidemment préalablement fait. On a vu que dans l'industrie du jeu vidéo notamment, il y avait eu des initiatives qui allaient dans ce sens. On pense bien évidemment tout de suite aux différentes interfaces joystick qui nous permettent d'interagir avec les consoles, ou de manière un peu plus lointaine les rêves d'espaces virtuels qui avaient été tissés, réfléchis par à la fois des artistes et à la fois l'industrie du jeu vidéo. Plus récemment, et c'est ce vers quoi nous allions, nous sommes allés finalement dans le cadre d'IPSAE, c'est les environnements augmentés. C'est ce qui nous intéressait, parce que finalement les environnements augmentés, et pour revenir sur ce que Anne-Claire évoquait tout à l'heure sur l'autonomie finalement du corps, l'autonomie des différentes entités, il nous semblait intéressant de ne pas armer le corps, de ne pas le prothétiser, enfin en tout cas de ne pas je trouve pas d'autre mot que armer, donc appareiller, voilà, merci. Enfin, mais plus finalement d'appareiller l'espace, d'augmenter l'espace qui allait, comme une fois de plus le disait Anne-Claire, sonder, analyser l'espace dans lequel allait se dérouler un certain nombre de choses. Donc, comme évoqué préalablement, il était question de développer, de penser une infrastructure. Par infrastructure, nous entendions finalement le tissage d'un territoire et le tissage d'un territoire qui allait être finalement renseigné par un certain nombre de techniques ou d'outils. Et donc ce qui s'apparentait plutôt pas mal à finalement la mise en place d'un hub avec des entrées, des sorties, une circularité entre les différents éléments, entre les différentes entités. On s'était mis d'accord avec Anne-Claire finalement que l'impulsion première allait être le corps, c'est-à-dire que finalement le corps était à l'origine finalement des modifications, transformations, mutations qui allaient se révéler tout au cours de la performance. Donc pour ce faire, je me suis un peu perdu moi-même dans mon PowerPoint. Donc pour ce faire, il fallait donc s'équiper d'un certain nombre d'outils qui allaient nous permettre cet entrelacement à la fois du corps et de l'environnement, qu'il soit sonore ou visuel, idéalement pour qu'il y ait une interaction comme ça, un système d'interaction qui se mette en place entre les différentes entités. Donc, on a utilisé une Kinect pour mettre en place finalement ce hub et pour à la fois détourner finalement, se réapproprier et détourner le geste, c'est-à-dire finalement que le geste soit interprétable, et également compte tenu du fait qu'il s'agissait d'un dialogue, oui, entre deux humains, mais aussi quand même malgré tout avec une machine. Il fut question également d'utiliser des matières-machines. Alors donc, on a essayé de réfléchir un petit peu à ce qu'était une matière-machine, ou en tout cas une matière-machine qui pouvait, comme ça, rentrer en communication avec nous. On a utilisé finalement une matière qui est très largement, abondamment utilisée par les graphistes, qui se trouvent être les générateurs de lorem ipsum.
les générateurs de l'orem ipsum, nous en sommes servis en fait donc comme finalement, j'allais dire interface dialogique, ou en tout cas comme opérateur de dialogue finalement entre la machine et nous-mêmes. On l'a utilisé de la manière suivante, c'est-à-dire que finalement le lorem ipsum vient constituer notre structure sonore. La structure sonore finalement on aboutit en fait à une structure sonore au travers du lorem ipsum en faisant parler la machine, c'est-à-dire en lui faisant lire du lorem ipsum, tout bêtement, et en harmonisant cette synthèse, c'est-à-dire que finalement on arrive à une synthèse vocale que l'on peut entendre régulièrement sur les plateformes téléphoniques, etc., en tout cas les messageries. Et cette voie de synthèse va finalement être harmonisée. Harmonisée, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement on va extraire un certain nombre d'éléments de cette composition vocale finalement, pour en faire un son. On va retenir par exemple l'intensité, le BPM, les différents spectres qu'on va pouvoir prendre, différentes métadonnées qu'on va pouvoir prendre au sein finalement d'une trace audio, d'une trace sonore produite donc par la voie de synthèse. Pour vous donner un petit exemple sonore de ce que cela donne, tant en termes de finalement synthèse vocale que d'harmonisation à partir de la synthèse vocale. Je vais aller très vite. Je ne sais même plus lequel c'est. Il me semble que c'est celui-ci, deux voix qui se chevauchent. La photographie, un groupe. Si le soleil alors là, c'est pas sur du lorem ipsum, c'est sur un texte d'Éluard. Et voilà, ça donne ça. Blanche et vernis dans le tunnel. Voilà. Ça finalement c'est notre base. On utilise donc une voie de synthèse. Et une voie de synthèse donc qu'on va harmoniser et qui va donner le résultat suivant, qui est assez subtil. C'est dommage finalement, j'ai pas du tout pensé à le... Ouais, parce que là j'ai peur qu'on n'entende pas. Non, ça serait plutôt l'autre en fait, Alice. Ça serait celui qui serait en haut en fait, qu'il faudra débrancher. C'est pas grave. Vous pouvez aller, je vous invite en tout cas pour la partie sonore, à aller visiter le site que nous avons mis en place, qui se trouve être ipsae.org, et toutes les démos sonores finalement sont présentes. Et vous allez pouvoir écouter finalement le résultat, voilà, le résultat de cette harmonisation sonore. Donc, matière, traitement de la matière. Et donc, finalement, la manière dont, au travers de la matière, l'entité humaine, finalement, va pouvoir interagir avec l'entité, ou en tout cas la matière sonore. Je l'évoquais préalablement, on a utilisé donc une Kinect pour mettre en rapport finalement le corps avec les différents médias, qu'ils soient sonores ou visuels. Un premier exemple d'interaction sonore, là il ne s'agit donc finalement que d'une navigation filmée, de ce qui se passe sur mon écran, où l'on voit finalement Anne-Claire captée par la Kinect, c'est-à-dire finalement la Kinect perçoit le squelette d'Anne-Claire. Une fois de plus, Anne-Claire n'est pas appareillée, c'est-à-dire que la Kinect ne perçoit pas au travers de points, mais perçoit vraiment le corps d'Anne-Claire. Et donc finalement, le logiciel, c'est finalement deux logiciels, sont mis en relation, et l'un finalement influe l'autre dans son déroulement. Alors c'est pas les os finalement, c'est plus les silhouettes. À la fois les silhouettes et à la fois les articulations, merci. J'ai eu beaucoup de mal. Les articulations qui sont captées finalement. Absolument. Alors exactement, la perception en fait elle se fait à 3 niveaux, en X, Y et Z. En fait, plus exactement en 4, c'est-à-dire X, Y, Z et la rotation. C'est les 4 finalement paramètres qui sont interprétés. Et ce,
sur tous les points finalement des articulations. C'est-à-dire que un point va être pris indépendamment des autres. C'est-à-dire que tu vas pouvoir finalement plaquer, mapper un son ou une action relative au son sur une ou plusieurs de tes rotations finalement, enfin de tes rotations, de tes articulations. Enfin, donc voilà. On voyait également tout à l'heure, moi je suis perdu dans mon... Voilà. On voyait tout à l'heure précisément la rotation au travers finalement des... Ah, c'est peut-être pas suffisamment grand pour le voir. La rotation qui était également interprétée finalement... Bon, si on la voit pas, c'est pas grave. Voilà, on la voit très bien là sur l'image. Finalement, cette rotation-là pouvait être également interprétée. Enfin... Autre. Juste une question. Donc, c'est-à-dire que ce mouvement modifie le son. Absolument. Qui lui-même a été construit à partir du texte de la boîte synthèse. Tout à fait. Exactement. Très rapidement, il a été question de mettre en place le révélateur de notre expérience finalement. Enfin, une entité autre qui allait finalement à la fois recevoir et à la fois témoigner de notre expérience, l'expérience qui était vécue. On a rapidement pensé à la mise en place finalement d'une structure qui allait recevoir justement cette expérience, qui allait témoigner de cette expérience. Finalement, au même moment que nous allions, comme le soulignait tout à l'heure Anne-Claire, on est quand même dans une logique où il n'y a pas deux fois le même spectacle, où c'est pas de l'improvisation, mais en tout cas, compte tenu du fait que le geste ne sera pas toujours à l'identique spectacle après spectacle, et bien, il y a comme ça un espace possible de changement. Donc la structure, on a pensé à élaborer finalement une structure pour recevoir, pour témoigner de ces différents changements et révéler ainsi justement cet espace fragmenté et à la fois qui allait être l'interpréteur justement du visible. La structure, la voici. Elle est à la fois donc réceptacle de notre expérience et à la fois fait office finalement de scénographie, à savoir que finalement Anne-Claire se meut à l'intérieur finalement de la structure, qui est investie des trois côtés, c'est-à-dire qu'il y a finalement trois projections qui s'emparent finalement de la structure. Voilà, on le voit ici en vue de plan finalement. Enfin, trois projections finalement viennent habiller sur les trois côtés, compte tenu du fait que vous l'aurez remarqué dans les slides précédentes, la structure est composée finalement de totems. Finalement, c'est des volumes, différents volumes répartis dans l'espace, et ces volumes seront donc habillés, projetés, donc, des trois côtés, et réagiront donc bien évidemment à l'impulsion du corps. C'est-à-dire que, on l'a vu préalablement, le son est modifié par le mouvement, et le son va impacter sur l'image. C'est-à-dire que ça sera finalement le réceptacle, l'image ou la structure sera le réceptacle final de l'expérience, comme je l'évoquais préalablement. Donc, il y a une synchronisation faite finalement entre... Là, malheureusement, c'est fait dans un cadre extrêmement obscur, ce qui rend finalement l'image visuellement peu attrayante, mais en tout cas, on se rend compte de la synchronicité du... D'ailleurs, c'est pas ces images-là qui seront projetées. Enfin, en l'occurrence, là, c'est juste des couleurs, c'est juste pour faire le test, mais...
on l'entend peut-être un petit peu mieux là. Le son est justement une fois de plus la résultante du lorem ipsum dont on parlait tout à l'heure. Enfin, donc investissement de l'espace par le visuel, mais également investissement du corps par le visuel, puisque il ne s'agissait plus que de finalement mapper la structure, mais également mapper le corps, dans le sens où, une fois de plus, il s'agit d'une circularité, d'un échange, où eh bien, finalement l'image, oui, vient réagir au niveau, du moins l'image réagit au son, mais l'image peut également réagir directement au niveau du corps. Donc, on a également pensé à un outil qui permette finalement de suivre la silhouette du corps et donc de créer comme une sorte de masque dynamique qui va mapper finalement le corps de la danseuse. En l'occurrence, cela donne ça. Ou finalement, au même titre que la structure est finalement un ensemble de masques qui viennent s'intéresser uniquement au contour de la structure, et bien là, dynamiquement, finalement, c'est un masque qui vient, qui comprend finalement les contours de la silhouette et qui vient s'aplatir uniquement sur les contours de la silhouette, et ce dynamiquement, alors que le contour de la silhouette est en mouvement. Enfin, voilà. Ça veut dire que ça ne va pas se projeter derrière. Ça ne va pas se projeter derrière du tout. Ça va s'intéresser uniquement à ce qui est perçu, donc une fois de plus par la Kinect, à l'origine, et bien évidemment en relation aussi avec les impulsions sonores. Enfin, voilà. On avait prévu une demi-heure, on en est à près de plus de 45 minutes. Donc finalement, on va en rester là, il me semble, à part si tu as des choses à rajouter. Et voilà, donc pour vous dire que, comme vous vous en êtes aperçu très probablement, le projet est en cours de production, presque en cours de réflexion encore, enfin en tout cas, et voilà, donc on espère arriver à une forme plus ou moins définitive à la fin du mois de mai. Et on espère vous voir lors de cette mise en forme définitive. Voilà, merci à vous. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions ou remarques. Là, donc on l'a bien compris, donc il y a le corps qui va déclencher ou engendrer ou modifier cette matière sonore qui elle-même va influencer, modifier ou générer une matière lumineuse, on va dire. Est-ce qu'on pourrait dire que ce dispositif, pour toi, et je te dis tu, excuse-moi, ça dépend, pour vous, est comme un instrument avec lequel vous jouez, qui a une réponse et qui va engendrer de nouvelles possibilités corporelles, de mouvements, etc. Bah oui, clairement. Et justement, c'est ça l'idée du dialogue, c'est d'y trouver un enrichissement. Et puis j'aime bien, je suis toi en auto, j'aime bien ton idée de jeu. J'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est quelque chose de vraiment important parce que, je veux dire, malgré la charge finalement théorique, vraiment j'ai comme insisté dessus aujourd'hui, là, mais malgré la charge théorique, c'est vraiment important, c'est qu'effectivement il s'agit également dans le dialogue de trouver une part de jeu, quoi. Donc moi j'influe sur l'image et le son, mais comme tu disais, évidemment, et puis c'est ça l'intérêt quelque part pour moi, l'inverse est également valable, tout simplement parce que ça change complètement les repères, c'est-à-dire que on n'est même pas dans une scénographie classique, on va dire, avec un éclairage frontal. Mais l'idée, c'est vraiment de s'immerger dans cet espace un peu templique là, que Grégory crée, un petit peu comme si on plongeait un corps dans un verre et puis on voit ce qui se passe, quoi. Donc voilà, moi
en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'entends, quoi, d'être vraiment immergé. Et j'espère être vraiment justement bousculée dans des habitudes de mouvement pour prendre et l'image et le son comme des nouveaux stimuli. Puis tout à l'heure, je ne sais pas si c'est très clair, mais quand je parlais de la relation à la gravité, en fait, ça fait dans la stature érigée, on a déjà un positionnement qui se fait. Mais justement, si l'environnement est comme complètement bousculé et puis les stimuli sensoriels sont encore plus forts, du coup, on perd vraiment ces repères sensoriels et kinesthésiques. Et du coup, il va en ressortir autre chose. Et cette autre chose, c'est censé être un nouveau langage qui est vraiment l'hybridation entre les différentes expressions artistiques. C'est-à-dire que c'est une manière, en fait, en jouant un jeu, de s'immerger dedans et puis de faire un peu office de cobaye, quoi, de voir finalement comment l'image corporalisée, qu'est-ce qu'elle devient dans un mouvement ensuite qui est extériorisé. Donc c'est un jeu de in and out, comme ça, entre des stimuli puis un rendu. Et c'est vraiment dans la sensation et dans l'immersion, et pour moi, et pour l'image et le son aussi, parce que le corps dégage et crée un environnement nouveau pour l'image et le son, quoi. Donc c'est comme ça que ça se rencontre. Justement, c'est un peu banal comme question, mais c'est toujours dans une culturalité du corps. C'est-à-dire même dans la notion que tu as amenée tout à l'heure, qui était de la plasticité corporelle, à un moment donné, tu as dit plasticité corporelle, tu as dit aussi plasticité intérieure. Je ne sais pas si c'est deux notions qui sont distinctes, mais toujours en rapport avec cette volonté de briser une certaine habitude ou habitus culturel du corps. Est-ce qu'on peut glisser, c'est une question très nice, est-ce qu'on peut glisser dans l'art culturel où on est toujours dans une culturalité du corps? Il n'y a pas chez vous cette prétention, quelque part dans certaines positions phénoménologiques, où on aurait accès à quelque chose qui serait pré-linguistique, en tout cas si vous ne voulez pas parler de pré-culturel, une espèce d'essentialité du corps, ou pas du tout cette préoccupation-là? Théoriquement, l'idée est très belle et séduisante, ouais, effectivement, mais après en pratique, non, je ne prétends pas parvenir à une acculturisation totale de mon corps, quoi. Cela dit, on peut se pousser dans ces retranchements, puis essayer de parvenir à trouver... En fait, je pense que c'est plus des états passagers, ne serait-ce que dans l'improvisation, quoi. Enfin, il y a forcément un moment où on commence à rouler un petit peu je sais pas, je parle pour moi, quoi, mais on commence un petit peu à rouler, puis dans des habitudes, puis c'est comme des geysers, quoi. Parfois, on sort. Donc, c'est plus des états temporaires, quoi. Et plus que c'est pas vraiment de la déconstruction, quoi. C'est beaucoup plus léger, en fait. C'est plus une circulation, puis c'est plus dans les transitions qu'on essaierait de travailler, en fait, quoi. Plus dans l'intention, quoi. Oui. Intention comme orientation ou intention comme volonté? Ah oui. Moi, je suis curieuse par rapport au choix du lorem ipsum. Parce que, bon, comme tu l'as dit, Grégory, au début, c'est cet exemple que les graphistes utilisent pour mettre en page, pour tester leur graphisme par rapport au texte. Puis là, bon, c'est un prototype que vous êtes en train de monter quand même. La première présentation n'est pas là, mais ce lorem ipsum va rester parce que c'est la base du son, donc finalement, qui va être là. Tu ne vas pas le changer, je pense. Il n'y a pas un autre texte. Il n'y a pas un autre texte, mais c'est sûr que si... bref, actuellement, non, il n'en est pas question. Mais c'est sûr qu'on cherche de la matérialité, en fait. Enfin, voilà, on cherche du matériau texte. Mais du matériau texte qui serait à la fois... Nous, ce qui nous paraissait intéressant dans l'emploi de lorem ipsum, c'était cette forme hybride que pouvait avoir le lorem ipsum, à la fois intelligible et complètement ridicule. Enfin, voilà, à la fois qui pouvait être traduisible, mais en même temps qui n'était pas compréhensible. Enfin, voilà, et c'était ce sur quoi nous voulions jouer. Enfin, finalement, c'était sur cet entre-deux, comme un entre-deux, comme un dialogue impossible finalement entre l'homme et la machine, ou comme un dialogue compliqué entre l'homme et la machine finalement. Enfin, et qui nécessitait finalement un autre niveau de traduction que la simple traduction langagière qu'on a l'habitude finalement d'employer. Enfin, parce qu'on n'arrivera pas à nos fins, c'est sûr, de cette manière-là. Donc
de le fait que ce soit un non-langage. Le fait que ça soit un non-langage ou un langage sans sens, enfin voilà. Du coup, moi j'ai deux questions par rapport au tout début. Est-ce qu'il y a un public et où est-ce qu'il se trouve ce public? Est-ce que lui-même il est impliqué dans le dispositif? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Voilà, ça c'était la première question. La deuxième, c'est, je rebondis sur une question d'Isabelle, c'est est-ce que... parce que là on parle du texte, mais de la voix. C'est une voix de synthèse. Mais on pourrait avoir le même texte avec une voix humaine. Bien sûr. Voilà, donc c'était juste pour prolonger la question. La question de la captation du public, en tout cas, moi j'aimerais rebondir dessus parce qu'il en a été très abondamment question justement dans le cadre de l'IRCAM. Enfin, en tout cas, on nous a beaucoup sondé parce que finalement, c'est aussi ça. Enfin, l'IRCAM, disons qu'on s'est aperçu quand même que bon nombre de considérations en lien finalement avec l'interaction concernait, oui, les danseurs, mais et aussi avec le public. Nous, il était question finalement d'élaborer un système clos, un système au sein duquel finalement on allait pouvoir élaborer notre monde, une fois de plus. Enfin, donc à l'intérieur duquel finalement il était assez difficile d'injecter finalement un public tiers, enfin tiers à notre système. Enfin, oui, dans le sens où il n'y a pas de dispositif d'interaction de la part du public, quoi. C'est-à-dire qu'il ne peut pas agir sur ce qu'on va faire, quoi. Mais il est quand même présent et considéré. C'est ta question. Est-ce qu'il est présent autour? Est-ce qu'il est présent dedans? il est présent autour. Il est présent autour, afin d'exploiter justement quelque part l'aspect tridimensionnel de la structure. Enfin... Puis tu avais une deuxième question? Ah oui, la voix humaine, ouais. En matière vocale. Par rapport à la voix humaine, l'idée, c'est pour reprendre un peu ces oppositions-là, c'est que on essaie de trouver un dialogue, d'abord entre nous, puis après, ça s'étend aux expressions artistiques et aux dispositifs technologiques. Mais l'idée, c'est de ne pas être dans une représentation humaine, on va dire. Ne serait-ce que moi, pour la danse, l'idée, c'est pas d'exprimer quelque chose. J'espère devenir juste ce que je disais tout à l'heure, une sorte de vecteur, quoi. N'être entre guillemets qu'un corps en mouvement, quoi, qui fait passer ce message-là. Et on s'est pas mal posé la question d'utiliser une voix normale ou pas. On pensait même à un comédien pour interpréter un texte qu'on écrirait. Alors déjà, le choix du texte, c'est vraiment périlleux parce que le choix des mots est vraiment important et décisif, quoi, et ça risque justement orienter et filtrer la perception et la lecture des spectateurs. Et en plus, si c'est une voix humaine, il y a tellement un grain de voix spécifique où il y a justement cette charge expressive dont je parlais moi dans le mouvement, mais qui est aussi, ça part justement de l'intérieur vers l'extérieur par la voix. Donc le grain, le ton aurait aussi donné déjà une texture spécifique. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est de travailler pour prendre le terme, dans la plasticité, quoi. C'est pas une question de neutralité, mais en tout cas de transmettre quelque chose au public, quand même considéré, mais tout en n'étant pas, ou autant que possible, d'être peu impliqué personnellement ou en tant que... Toujours revenir sur le principe finalement d'autonomisation. Oui, on voulait s'autonomiser par rapport à la machine, mais on voulait aussi que la machine s'autonomise par rapport à nous finalement, et que employer finalement une voix de synthèse, lui donner voix, enfin finalement, eh bien ça lui permettait finalement de se parer d'un certain nombre d'outils dont nous-mêmes nous étions parés. En tout cas, d'un point de vue médiatique, on était sur le même terrain d'entente, enfin sur les mêmes. C'est tiré de la subjectivité, en fait, plus que de l'implication, parce que vous êtes bien impliqué, mais c'est la subjectivité. Oui, c'est vrai. C'est quand même, je dirais, surprenant dans la manière, dans la mesure où le premier cadre théorique que vous avez annoncé, c'est en étant sur une théorie fondatrice de l'identité, en référant au cadre théorique de Ricoeur. Ouais.
Oui et non, parce que justement, cette théorie de Ricoeur, c'est un processus combinatoire entre ces deux pôles d'opposition et d'assimilation de l'altérité. Je pense que clairement, on est en train de jouer un jeu aussi. Là, on est en train de faire une représentation théorique orale, quoi. Donc, effectivement, dans la théorie, beaucoup de choses passent, quoi. Mais merci d'avoir repris. D'ailleurs, effectivement, on est hyper impliqué dans ce qu'on fait, quoi. Mais c'est aussi bien de prétendre l'inverse et d'aspirer à l'inverse, de tendre vers une extrême. C'est sûr qu'on n'arrivera pas à l'extrême. Donc, au mieux, après, on va se retrouver au milieu avec un dosage entre les deux. Donc, je pense que dans le fait... c'est une question d'intention. Si à l'origine, déjà on part en disant on va exprimer quelque chose de nous, d'être vraiment dans l'hyper-subjectivité, c'est sûr que là on va y être en plein. Pour peu, ça va être un petit peu le pathos, tout ça. Mais si dès le départ on adopte une posture distancée, très certainement il va y avoir un mouvement d'expression parce qu'on est là pour ça aussi. Mais cette expression va être chargée différemment et je pense plus ouverte et plus à même de fluctuer entre opposition et assimilation. Ouais, c'est une autre tension, quoi, parce que vous avez tout expliqué ça sous la mode de la tension entre... Donc c'est probablement un autre jeu de tension. C'est là. C'était une sorte de déclinaison de gong. C'était sauvé par le tournement. On peut voir. Oui, le 19, c'est la fin mai, c'est quoi? On ne sait pas encore, Voilà. mais ça non plus. On est en pleine mise en place, là, justement. Pour le... Il y avait deux dates. Il y avait fin mai, mais il y avait aussi quelque chose en 2013. Ça court jusqu'à 2025, en fait. C'est ça, on est hyper engagés, là. Vous avez annoncé quelque chose en novembre 2013? En novembre 2012, si c'est 2013, on sait... Ah, je me suis trompé, alors. J'ai écrit rapidement. Vous voyez, ça, c'est un registre d'un an et demi. Encore. Non. Novembre 2012, donc, au 104, pour un colloque, dans le cadre de Computer Art Congress. Voilà. Le mois de mai, c'est quoi? C'est une performance? Et une performance, on espère. Ouais. D'ailleurs, je vais parler. Là, pour l'instant, on est en pleine formalisation. De quoi? Pour fin mai. Pour savoir quoi? Où c'est oui. Enfin, oui, on ne sait pas où. Voilà. On ne sait pas où ni quand, mais... on sait un peu quoi, par contre. On sait un peu. Et mais par contre, justement, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'était une manière de souligner de manière anecdotique, mais quelque part, c'était important. Je veux dire, parce que là, on se rend peut-être pas compte, mais c'est vraiment pas évident non plus de mettre en place un projet comme ça, notamment quand on a une structure à composer, des vidéoprojecteurs, etc. Donc, ça prend du temps de trouver une salle. Il faut trouver un espace, etc. À ramener les lattes de bois de Home Depot. Sous la neige, sous la neige. voilà, plus grande que moi, comme vous imaginez. Mais bon, quelque part, du coup, c'était intéressant parce qu'on a un peu vécu quand même pour le coup, tout l'appareillage technique et technologique comme un peu une lourdeur au final, alors qu'au début, c'était vraiment un super moteur. On imaginait plein de totems, il y en avait 20 même au départ, je crois. Et donc, on a été confrontés à ça quelque part. Honnêtement, ça nous a un peu... ça nous a un peu posé. Et puis, du coup, on se dit, comment on va reconsidérer ça? Et puis finalement, on est allé à l'IRCAM. Et puis là aussi, on a été confrontés finalement à des gens qui exposaient des projets qui étaient hyper techniques, qui là nous a amené à réfléchir non plus sur des choses matérielles, mais juste d'un point de vue conceptuel. Est-ce qu'on a aussi envie d'être dans quelque chose d'hyper technologique? Et donc tout ça pour dire que du coup, on a réfléchi et puis que pour la fin mai. Parce qu'on veut faire quelque chose rapidement, puis avant la fin de mon postdoctorat aussi. On va peut-être se ramener à une variante, ce que disait Grégory, que c'est aussi une géométrie variable, à une variante de ce projet-là, où on va être dans quelque chose de beaucoup plus minimal, quoi. Et puis là, je pense que ça va... justement, en restant dans les tensions, ça va contrebalancer aussi la tension peut-être vécue avec un peu les difficultés pragmatiques de l'année, en étant dans quelque chose d'assez minimal et donc versus la matérialité. Donc il y aura quelque chose de plus minimaliste et poétique, peut-être sans les totems, et uniquement avec du mapping sur moi.
et un musicien en live. Voilà. Sa voix sonore, ouais. Son impulsion en tout cas. Merci à vous. Merci à vous.